Bonjour Axel Kahn, merci de soutenir SOS Autisme France. Vous êtes médecin, généticien, chercheur. Comment définiriez-vous l'autisme? Est-ce un trouble du développement, un syndrome, une maladie génétique? L'autisme regroupe toute une série de situations. D'ailleurs, vous savez, la tendance aujourd'hui, c'est de les réunir sous le terme des troubles invasifs, envahissants du développement. On considère en règle générale que dans ce processus très complexe qui est celui du développement cognitif, qui va à la fois développer les compétences cognitives à proprement parler, mais également l'aspect relationnel, la facilité d'échanger, de montrer les émotions, de ressentir les émotions. Il y a toute une série de troubles qui vont plus ou moins perturber, qui vont plus ou moins modifier ces aptitudes-là. Et c'est ça que l'on a tendance à réunir sous le terme des troubles envahissants du développement, c'est-à-dire des syndromes autistiques, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir, qu'on peut le vaincre, comme certaines associations le disent? Alors, comme il y a une très grande diversité d'autisme, je vous dirais que certaines formes d'autisme, sans doute, on n'est pas très loin de parvenir à obtenir des résultats remarquables. D'autres autismes sont probablement associés avec des troubles, notamment de la connectivité cérébrale, beaucoup plus importants, et où aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'on va pouvoir énormément progresser. Si bien qu'il y a toujours quelque chose à faire qui est mieux, sans doute, que ce que l'on fait, mais comme il n'y a pas un autisme, mais toute une série d'affections. D'ailleurs, je suis généticien. Et j'ai travaillé... Où en est la recherche, justement? Voilà, alors j'ai travaillé sur les gènes. Il y a Bourgeron qui voilà, fait des études. Tout à fait. Voilà. J'ai travaillé avec lui en particulier, mais pas simplement, avec Jamel Chely, qui est un des très grands spécialistes qui travaillait dans mon institut, dans mon laboratoire. Donc nous avons isolé plusieurs des gènes d'autisme. Il y en a de très nombreux. Oui, on dit l'X fragile, mais par exemple, mon fils qui est autiste n'a pas l'X fragile. Non, X fragile, c'est... D'ailleurs, X fragile... Pour moi, ça n'est pas une forme typique d'autisme. Si vous me demandez des gènes d'autisme, des mutations d'autisme, je n'aurais pas tendance à vous citer l'X fragile. En revanche, j'en connais au moins une dizaine ou une quinzaine qui sont tout à fait différentes. Il y a un point commun dans ces mutations, qui donne d'ailleurs une très bonne indication sur les troubles en cause. C'est presque toutes ces mutations, par différents mécanismes, vont perturber l'établissement des connectivités neuronales, la connectivité cérébrale. Et cette perturbation de la connectivité cérébrale, c'est-à-dire cette perturbation de la plasticité cérébrale, effectivement, si on le rapporte à la symptomatologie, c'est l'un des points communs que l'on retrouve dans ces multiples formes d'autisme. Et pour répondre à votre question, à partir du moment où moi-même je connais 10 gènes différents qui modifient 10 protéines totalement différentes et qui toutes se manifestent par des troubles envahissants du développement, à l'évidence, il n'y a pas une maladie autisme, il y en a une très grande diversité. Et puis, en plus, tous les autismes ne sont pas dus à ces formes de mutation. La génétique est très très intéressante de ce point de vue-là. Que nous dit la génétique? Le pourcentage de concordance chez les jumeaux vrais, c'est-à-dire le risque que la sœur ou le frère gémellaire, autiste, ait un autisme, elle ou lui-même, et de 90%, peut-être pas très loin de 100%. Ça veut dire que la génétique joue un rôle important. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que la génétique? Non, il n'y a pas que la génétique. Pour quelle raison? C'est que quand on regarde maintenant le risque, quand on est le frère ou la sœur d'une personne avec autisme, d'être soi-même autiste, alors là, le risque, il est pas plus de 10%. S'il y avait un seul gène dominant responsable de l'autisme, ce pourcentage devrait être de 50%. S'il y avait un gène récessif, il devrait être de 25%. En réalité, on a l'impression qu'il y a un terrain génétique qui favorise l'apparition de l'autisme et que ce terrain intervient avec d'autres phénomènes. Ces phénomènes peuvent être le sexe. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Oui, alors, une des explications que l'on donne, alors il y a des cas qui sont clairs. Ce sont les autismes génétiques liés au sexe. Oui.
évidemment, les autismes génétiques liés au sexe, c'est le gène qui est situé sur le chromosome X. Les femmes ont 2 X, donc elles ont plus rarement 2 X anormaux. Les hommes n'ont qu'un seul X, et donc ils ont beaucoup plus de risques d'avoir le seul X qui est muté. Mais ça correspond à un tout petit pourcentage de cas. La plupart des autres formes ne sont pas expliquées par cela. Ce qui se passe, moi je suis plutôt un bavard. Mais il n'empêche que je viens de marcher seul pendant 4000 km, je n'ai voulu discuter avec personne pendant que je marchais, etc. Il y a très peu de femmes qui font ça. Je veux dire qu'il y a une aptitude de communication chez les femmes qui est beaucoup plus importante. Si bien que certains disent, en fait, la caractéristique psychique de la masculinité est déjà un caractère un peu autistique. Et donc, il faut peu de choses pour pousser les hommes dans l'autisme. Alors que comme les femmes ont au contraire une bien plus grande aptitude relationnelle, elles sont de ce fait-là relativement protégées. Je crois que c'est un des éléments, c'est peut-être pas le seul, mais je crois que c'est un des éléments. Et alors, on parle ces dernières années quand même d'épidémie par rapport à l'autisme. Est-ce que vous pensez que les médecins ont pris vraiment la mesure de ce phénomène? Alors, peut-être que c'est dû en fait à des diagnostics qui sont un peu plus précis, donc on arrive à diagnostiquer, mais c'est vrai que les cas se sont multipliés. Alors, certains disent c'est l'environnement, c'est ce qu'on mange, c'est les vaccins. Je ne saurais pas répondre à cela parce que il y a des biais considérables. Il est possible que la fréquence absolue en augmente, c'est possible. Certains, j'ai vu des statistiques qui le disaient. Mais comme vous l'avez très bien constaté, aujourd'hui l'attention est terriblement appelée sur l'autisme. Oui. Et on fait des diagnostics de troubles envahissants du comportement qu'on n'aurait jamais fait dans le temps, strictement jamais. C'est comme le syndrome de déficit d'attention hyperactivité. À l'heure actuelle, aux États-Unis, on prétend qu'un enfant sur 4 en est atteint. Il y a 40 ans de cela, c'était les mêmes Américains. Personne n'aurait jamais dit que des enfants étaient atteints de cette maladie. Donc à partir du moment où on dirige les projecteurs sur une symptomatologie, c'est fou ce qu'on se met à la trouver fréquemment. Alors il doit y avoir les deux phénomènes. Pour ce qui est de l'aspect épidémiologique, je n'ai pas moi-même de données. Alors, certaines personnes en France, y compris des médecins, pensent encore que l'autisme est à cause d'un trouble psychique qui serait dû à une maman un peu trop en fusion avec l'enfant. C'est un peu la thèse psychanalytique. C'est un peu sexiste. Et puis surtout, ça fait rire nos confrères chercheurs canadiens et américains qui trouvent ça super ringard comme pensée. Pourquoi est-ce que la France reste sur des choses comme ça, alors qu'ailleurs, on a vraiment évolué? Alors, ce qui se passe, comme vous le savez, c'est qu'il y a des pays où la psychanalyse a eu un rôle très important. La France en est un, ce n'est pas la seule. L'Amérique latine, la France, l'Autriche, l'Allemagne. Et un psychanalyste, un analyste extrêmement célèbre, Bruno Bettelheim, dans La Citadelle intérieure, a décrit ce phénomène. Et ces travaux de Bettelheim ont eu de fait une influence absolument considérable. Mais pourquoi aujourd'hui? Alors qu'on sait que l'autisme, c'est pas une maman naturellement, mais vous êtes en train de me poser la question. Je suis en train de vous répondre historiquement. Voilà la raison pour laquelle il en est ainsi. Bon, maintenant, alors, l'habitude de ce fait a été prise, en France en particulier, de ce que ce sont des psychologues et souvent des psychanalystes qui interviennent dans les institutions spécialisées qui s'occupent de l'autisme et que l'on amène encore des enfants aux psychologues et voire aux psychanalystes. Cela étant dit, pour avoir été président d'université qui avait la plus grosse faculté de psychologie, y compris d'ailleurs spécialisée dans l'autisme du pays, l'université Paris-Descartes, je peux vous dire que la grande majorité aujourd'hui, y compris les psychologues qui travaillent sur l'autisme, ne sont plus du tout dans cette mouvance-là. Les psychologues, mais pas les médecins. Oui, parce qu'ils connaissent pas bien. Oui, mais parce qu'ils connaissent pas bien. Il est certain, en tout cas, si vous voulez me faire dire cela, il est certain que cet homme, qui est un homme brillant, intelligent, un écrivain de qualité, a fait un tort épouvantable. Je parle de Bruno Bettelheim. Oui. Parce que rien n'est pire pour une maman que d'avoir de la difficulté à échanger, notamment affectivement, avec son fils. C'est épouvantable. Épouvantable. Ce fils que l'on aime et qui semble totalement indifférent, qui semble ne pas vous aimer. Et en plus, quand à cette douleur, on rajoute celle de la culpabilité, en réalité, mesdames,
vous en êtes responsable. Alors là, c'est terrible. Oui. Bruno Bettelheim la a fait un plupart, tort épouvantable. oui. Alors, il faut dire, Et la aujourd'hui, plupart des on sait que ça médecins, n'est pas vrai. oui, Voilà, voilà. je le dis haut et fort, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça fait du mal, ça n'est pas vrai, il faut oublier ça. Alors, comment vous expliquez que la France, quand même, est 40 ans de retard sur la prise en charge? Moi qui suis partie à l'étranger un peu partout, notamment sur le non-accès aux méthodes cognitives. Et comment progresser en France pour faire entendre ça? Alors, pour ce qui est, il y a deux questions dans votre Bien sûr. grande question. La première, c'est pour quelle raison y a-t-il eu un retard dans l'application des méthodes cognitives? Eh bien, on en a parlé. C'est parce que la Oui, France... il y a un mépris, il y a une espèce de mépris, comme si non, c'était... non, mais la France, d'un point de vue traditionnel, Oui. on était arrivé et on était resté à une approche psychanalytique des maladies mentales et en particulier de l'autisme. Et même, il y a eu un combat culturel extrêmement important contre tous ceux qui essayaient de dire que les maladies de l'esprit étaient également des maladies de la matière dont est fait l'esprit. Alors qu'il y a eu tout un courant culturel pour dissocier totalement les fonctions supérieures, l'esprit, on va dire, de la biologie. On est aujourd'hui en train de revenir considérablement en arrière. Mais la France fait partie des pays latins culturellement où cette tendance, ce courant, ont été très très forts. Et de ce fait, les psychanalystes pendant très longtemps ont absolument rejeté des méthodes comportementales comme une approche déshumanisante de l'individu. L'application de trucs, de mécanismes à ce qui est aussi noble que l'esprit d'une personne. En fait, c'est absurde parce que ce serait bien étonnant que de toutes les fonctions humaines, la seule qui n'ait rien à voir avec la biologie de ce qui est indispensable pour la créer, en l'occurrence le cerveau, ce soit les maladies mentales. Et bien évidemment, il n'y a pas de raison de ne pas traiter éventuellement un désordre lié à un fonctionnement de la matière dont est fait le cerveau, dont sont faits les circuits cérébraux, pour améliorer les symptômes d'une maladie. Mais historiquement, c'est lié à cela. Puis il y a une autre raison, c'est que l'autisme n'est pas bien loti, mais ce n'est pas le seul. Le handicap, malgré... On fête aujourd'hui, comme vous savez, aujourd'hui, il y a quelques jours, en février, encore ce mois-ci, le 10e anniversaire de la loi de 2005 sur l'accessibilité des personnes handicapées. Cette loi est magnifique. Elle est magnifique, c'est l'égalité des chances. Mais elle a pris beaucoup de retard dans son application. Tous les handicaps confondus, en réalité. Oui, sauf les handicaps moteurs, les handicaps psychiques, les autismes. Mais l'autisme est quand même le petit parent pauvre du handicap, malgré tout. Je vous ai dit qu'il y avait deux causes. Qui est d'une part que nous avons un retard général dans le domaine du handicap, et dans le domaine de l'autisme, il y a ce phénomène culturel qui est lié à la tradition, à une tradition forte d'opposition entre les neurosciences et la psychiatrie, d'opposition entre les méthodes comportementales et la psychanalyse, d'influence. Alors qu'on a quand même une haute autorité de santé qui a préconisé ces méthodes justement cognitives. C'est pour ça que ça avance maintenant. C'est pour ça que ça avance un peu, mais pas ça suffisamment avance vite pour les parents. Ça avance. Alors, est-ce que vous êtes prêts justement à vous engager à nos côtés, aux côtés d'SOS Autisme France, pour permettre à ces enfants autistes d'accéder à l'école, et puis surtout de faire peut-être bouger un peu l'intelligentsia médicale française? Écoutez, tout d'abord, je trouve qu'il est presque injurieux de me demander si je suis prêt, parce que vous avez dit tout à l'heure que j'étais... Mais je veux que vous le disiez à la caméra. Que j'étais le président de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. J'ai travaillé dans le domaine de l'autisme. Ma conviction importante, c'est que ce qui caractérise nos sœurs et nos frères qui ont un autisme, c'est qu'elles ont une certaine difficulté elles-mêmes à aller vers nous. Et comme elles sont des personnes à part entière, il faut qu'on aille vers elles. Et ça, c'est une nécessité absolue. L'engagement envers les personnes souffrant de ces troubles, c'est cette obligation dans laquelle nous sommes, obligation morale, d'aller vers elles. Axel Kahn, merci.